Déjà, bonjour à tous. Effectivement, je vois plein de bonjours dans le chat. Je suis ravi de voir autant de personnes présentes et motivées pour pouvoir s'améliorer et dynamiser les futures interventions et formations. Donc vraiment bienvenue. Pour ceux qui me connaissent pas et qui ne connaissent pas Tenors, donc moi je suis Théo, cofondateur de Tenors. Tenors, très rapidement, avant que tout le monde arrive, c'est une plateforme de mise en relation entre des intervenants et des formateurs avec l'enseignement supérieur et les établissements de formation. Vous allez pouvoir, en tant qu'intervenant et formateur, vous inscrire gratuitement et sans commission pour être averti dès lors qu'une offre pertinente sera postée sur notre site. Et vous pourrez également être proactif en faisant des candidatures spontanées vers les établissements et en répondant aux offres qui ont déjà été postées. Je vous invite donc à vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Je mettrai le lien d'inscription à la fin de cette masterclass. Du coup, pour cette masterclass, le fonctionnement est assez simple. Vous l'avez vu, vous avez le chat. Vous pouvez poser vos questions. Moi, mon rôle, ça va être de centraliser un maximum ces questions. On y répondra à la fin de cet événement pour que la masterclass soit le plus fluide possible. On prendra de toute façon un temps de questions-réponses. Alors, on est désolé, on a été vachement généreux avec Marine. Donc, peut-être qu'on dépassera un peu le timing qu'on avait prévu. Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de questions sur le replay. Il y aura bel et bien un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube Tenors, sur la chaîne YouTube de Marine, et qu'on partagera massivement sur nos réseaux, que ce soit mon réseau personnel ou sur la page LinkedIn, etc. Avant de commencer, je vous présente rapidement Marine, qui est du coup formatrice depuis plus de 8 ans, qui a un passé d'animatrice, et aujourd'hui, son kiff, c'est de dynamiser les formations et les interventions. Je vous laisse à 100% avec elle à partir de maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et on se retrouve en fin d'intervention et de masterclass de Marine. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup Théo. Du coup, est-ce qu'on est en partage d'écran ou pas? Je vois pas de mon côté. Tu peux me valider Théo? C'est parti, tu as ton écran qui est partagé, Marine. Nickel, merci beaucoup Théo. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, je me suis mis un chrono pour tenter de tenir le timing. Je suis très contente vraiment de vous partager plein de trucs et on va commencer directement. Donc l'objet aujourd'hui, le sujet vraiment c'est de dynamiser ces formations en présentiel. Alors je vous explique un petit peu comment ça va se passer, je vous ai fait un plan. Dans un premier temps, on va très rapidement se donner une définition, en tout cas la mienne, de ce que je mets derrière le fait de dynamiser des formations en présentiel. Ensuite, on va se donner un contexte, parce qu'en fait, les outils, les techniques que je vais vous partager ne sont pas utilisés dans tous les contextes. Ok, donc je vais vous expliquer un petit peu dans quel contexte simplement on peut utiliser les techniques que je vais vous partager aujourd'hui. Très rapidement, je vais revenir sur les techniques qui sont évoquées. Ensuite, on se posera la question de pourquoi est-ce que c'est intéressant et même pourquoi est-ce que c'est important finalement de dynamiser ces formations. On partira sur 3 postulats et on finira sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment dynamiser. Donc là, on fera un focus sur chaque technique. Je vous ai préparé en tout, donc il y a 4 grandes familles, 3 outils par famille. Vous avez 12 outils si je suis pas trop mauvaise en mathématiques que je partage aujourd'hui. Alors, on enchaîne directement avec la définition. Pour moi, dynamiser sa journée de formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre du rythme dans sa journée de formation, ok? Comment est-ce qu'on met du rythme? Par exemple, en mettant en place des ateliers vraiment tout au long de la journée. Et l'idée, à travers ces ateliers, c'est de faire des ateliers qui soient interactifs, où les apprenants vont vraiment échanger les uns avec les autres. Donc, on va rendre la journée interactive. Et au sein du coup de ces ateliers, dans l'échange qu'il va y avoir, en tant que formateur, moi, en tant que formatrice, moi, je m'appuie vraiment sur la connaissance des apprenants en fait pour animer ces ateliers-là. Ok, donc voilà ma rapide définition de dynamiser ces formations en présentiel. Si on passe au point numéro 2, le contexte. Dans quel cadre, dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser les techniques d'animation que je vais vous partager? Donc il y a plusieurs choses. Si vous êtes un formateur, un prof, un intervenant et que vous partagez de la connaissance ou que vous développez des compétences chez vos apprenants, les deux, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. L'autre chose, c'est que ce que je vais vous partager s'utilise sur au minimum une demi-journée, à la rigueur, mais vraiment en étant très timé, un créneau de 2 heures, ça peut fonctionner. Mais il faut vraiment gérer le temps, ou alors la journée entière, là on a vraiment le temps. Parce qu'en fait, on parle de pédagogie active, hein, et quand on parle de pédagogie active,
on a besoin de temps, mine de rien, dans sa journée. Ensuite, il vous faut au minimum une salle de formation, ça suffit largement. Et c'est encore mieux si on peut la moduler, cette salle. Si on peut bouger les chaises, si on peut bouger les tables, c'est génial. Si on peut pas, c'est pas forcément très grave, mais c'est mieux quand même si on peut le faire. Et par rapport à la taille du groupe, c'est ultra important aussi. Je vous ai mis entre 5 et 25 apprenants. Donc ce que je vais vous partager, voilà, on est sur un minimum de 5, un maximum de 25 apprenants, c'est pas mal. Voilà par rapport au contexte. Donc, ce qu'on va se partager aujourd'hui, je vais vous partager 3 jeux de connaissances, 3 forums, 3 techniques d'animation et 3 bilans. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on va dynamiser ces journées de formation? Je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même de se poser la question. Donc, on va partir sur 3 postulats. Le postulat numéro 1, je m'appuie sur Socrate et sur ce qu'on appelle la maïeutique socratique, qui part en fait du principe, si je vous donne directement une image, que en fait la femme, quand elle est enceinte, elle a dans son ventre un bébé. Et à terme, au bout des 9 mois de grossesse, elle va accoucher en fait de son enfant. Eh bien nous, en tant que formateurs profs intervenants, dans notre salle de formation, on a des apprenants, des individus qui ont en eux du savoir, de la connaissance, des compétences, de l'expérience de terrain, de l'expérience de vie, de la logique. Et notre objectif à nous, en tant que formateur, c'est de faire accoucher en fait l'apprenant de tout ce qu'il a en lui, ok? Et donc c'est pour ça qu'on dynamise nos journées de formation et qu'on passe par des ateliers où on va faire en sorte en fait que les apprenants nous partagent un petit peu tout ce qu'ils savent sur la thématique qu'on était venu partager avec eux. Ça c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, je m'appuie sur les profils de personnalité. Vous avez différents outils qui existent, qui sont ultra intéressants. Je vous invite, si c'est pas forcément quelque chose qui est connu, d'aller creuser cette piste-là, parce que du coup, ça vient légitimer aussi le fait de dynamiser. Alors, je vous ai fait une petite histoire, une petite mise en situation très rapide. Imaginons que demain, je vous invite chez moi tous, ok, et que je fasse un magnifique buffet à l'intérieur de ma maison. Je vous ai préparé entrée, plat, dessert, boisson, et ça a l'air vraiment ultra bon, ultra appétissant, ok? Sauf que, en fait, potentiellement, on pourrait se dire que mon buffet, il est bien beau, mais il peut servir à rien. Parce qu'en fait, mes invités sont au nombre de 4. Et en fait, chacun de mes invités a un régime alimentaire. On a mademoiselle qui ne mange pas de lactose, mademoiselle qui du coup est végane, mademoiselle qui mange halal et monsieur qui mange gluten-free. Donc j'ai beau avoir fait le meilleur buffet du monde, le plus appétissant, le plus beau, en fait mes invités, ils vont rien pouvoir manger. Et quand même, ce serait dommage. Donc ça veut dire que si en amont, je m'étais intéressée à eux, à leurs allergies, à leurs intolérances, à ce qu'ils pouvaient manger ou pas, en fait, ils auraient pu accéder à tout le buffet, prendre du plaisir, se nourrir, prendre du plaisir à discuter derrière, puisque du coup, leur ventre était rempli. C'est plus sympa. Voilà. Et là, c'est pas forcément le cas. Et en fait, ça, c'est une analogie que je vous fais parce qu'en formation, c'est la même chose. On va avoir des différents types d'apprenants. Et si on ne fait pas attention à leurs particularités, à leurs caractéristiques, si on ne fait pas attention à les nourrir convenablement par rapport à qui ils sont, potentiellement, ils vont pas se nourrir de connaissances en fait. Et ça, ce serait quand même assez dommage. Et donc, je m'appuie, et je vais vous en parler extrêmement rapidement, je m'appuie sur l'outil DISC en fait, donc qui est un acronyme, qui est un outil pour comprendre un petit peu les profils de personnalité. Donc l'acronyme veut dire dominant, influent, stable et conforme. Et ça, ce sont les profils qu'on a dans notre salle de formation. Moi, je pars du principe que j'ai tous ces profils-là dans ma salle, et donc je vais venir tous les nourrir. Si je vous donne rapidement quelques informations sur chaque profil, c'est vraiment c'est un très très grand résumé, un disque, c'est beaucoup plus large que ça. Alors le rouge, le dominant, c'est quelqu'un qui va être plutôt sûr de lui, indépendant, rapide, dynamique, c'est quelqu'un qui va occuper l'espace. Le dominant, on va le voir, il a un ton plutôt direct, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, c'est quelqu'un qui aime quand il se passe quelque chose, quoi, ok? Le jaune, il est communicatif, il est enthousiaste, il est plein d'entrain, il est sociable, il est optimiste, il est créatif. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains, qui a un visage très animé et qui est très très souvent en recherche de contact avec les autres. Le vert, c'est quelqu'un qui est plutôt arrangeant, patient, modeste, calme, qui a une voix chaleureuse. C'est quelqu'un qui va beaucoup être dans l'écoute, qui va en formation et dans sa vie de tous les jours d'ailleurs rechercher l'harmonie, l'équilibre, la stabilité. Et le bleu,
on va être sur quelqu'un qui va être plutôt discret, précis, analytique, prudent, réfléchi, qui va avoir une posture contrôlée, qui va être centré sur les faits, sur les tâches et qui va être formel. Donc là, je vous ai caricaturé les traits de toutes les couleurs du disque parce qu'on n'est pas que rouge, que jaune, que vert ou que bleu, hein, d'accord? Mais c'est pour que vous compreniez un petit peu à quoi correspond chaque profil. À quoi ça nous sert maintenant qu'on sait raconter ça? Chaque profil va avoir une question existentielle et donc, du coup, nous, on peut se servir notamment de cette question pour mettre en place des choses en formation et notamment pour dynamiser sa formation, pour répondre aux besoins de chacun. La question du rouge, ça va être quand est-ce que les choses vont être faites. Le rouge, il a besoin d'action, c'est son mot-clé. Il veut du challenge, il veut de l'expérimentation, il veut des quiz, il veut des jeux, il veut que ça bouge en fait, le rouge, ok? C'est pour ça qu'on va venir mettre des choses en place, mettre des ateliers, mettre du rythme dans la journée. Le jaune, lui, sa question, ça va être qui sont les gens avec qui je suis? Et donc lui, ce qui est important pour lui, c'est de discuter, d'échanger, de partager, de mettre en place, nous, du coup, on va mettre en place des jeux de connaissances, des brise-glaces. On va mettre en place des temps d'échange, de partage de pratiques, ok? Et aussi des ateliers créatifs, parce que c'est quelqu'un qui a de la créativité en lui. Le vert, sa question existentielle, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça en formation? Lui, il a besoin de sens. Il a besoin d'exemples de terrain. Il a besoin qu'on relie la théorie au terrain, la théorie et la pratique constamment. Il a besoin d'échanges. Il aime bien travailler en petits groupes, ok? Et enfin, le bleu, lui, sa question existentielle, ça va être comment est-ce qu'on fait les choses? Donc lui, il a besoin de méthodes, d'outils, de cadres, de structures et bien sûr aussi de théorie. Okay, donc voilà, pour venir un petit peu nourrir tous ces profils, on va dynamiser notre journée de formation, mettre en place des jeux de connaissances, des ateliers, des quiz, faire des expériences, mettre en place des travaux en petits groupes, etc., etc. Comme ça, chacun en fait va être satisfait dans notre salle de formation. Le postulat numéro 3. Je m'appuie sur les neurosciences et je m'appuie sur deux choses sur les neurosciences. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous parce que je vais vous poser deux questions. Alors Marine, je suis désolé, je pense que les questions, ça va être ultra compliqué. On a des immenses décalages. Je suis connecté avec deux comptes et on a énormément de décalages sur ce qui se passe. Donc je vais inviter vraiment les personnes à poser les questions dès maintenant. On répondra sur toute cette fin de partie. Ce sera un peu moins interactif malheureusement. On a vraiment beaucoup de décalages. On a jusqu'à 1 minute de décalage sur certains profils, je pense. D'accord, ça marche. Donc, tu vas devoir. Je peux répondre à tes questions si tu veux, mais je connais un peu les réponses maintenant. Bah oui, on s'est déjà entraînés, nous. Mais voilà, désolé pour ce décalage. C'est un peu. C'est la première fois qu'on utilise l'outil LinkedIn Live. Peut-être que la prochaine fois, on arrivera à enlever ça, mais je ne sais pas à quoi c'est dû, à vrai dire. Okay. Donc, on enchaîne. Et je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat. Et à la fin, on y répondra. Ce ne sera pas en direct, mais il y aura une réponse à vos questions. Alors, par rapport à l'attention, je me suis intéressée du coup à la courbe de l'attention dans le temps. Je vois les commentaires. En même temps, merci pour les gens qui répondent. C'est top. Je vois des gens qui demandent des auteurs, etc. Donc, merci beaucoup. Ouais, voilà. Tu vois, sur le disque, je pense qu'on a une bonne minute de décalage, parfois. Mais ça dépend des profils. Hein. Visiblement, il y a des gens qui n'ont pas de décalage et d'autres qui en ont beaucoup. Ok. Alors, l'attention dans le temps. Je me suis basée sur deux choses. Donc, la question, c'était au bout de combien de temps l'apprenant peut-il décrocher? En fait, on se rend compte quand on s'intéresse un petit peu à certaines études que l'apprenant, si on ne vient pas le stimuler, donc en gros, je caricature, mais si moi, formatrice, je fais un cours magistral, je vais le perdre extrêmement rapidement. Okay, après, bien sûr, il y a des variables. J'en ai noté quelques-unes. Donc, je me suis intéressée à Wilson et Korn qui ont compilé des résultats de plusieurs études sur l'attention. Et voici les résultats. Ils expliquent en fait dans une salle de formation, si on ne vient pas stimuler l'apprenant, au bout de 30 secondes, l'attention faiblit. À la 5e minute, l'attention baisse à nouveau. À partir de la 10e minute, l'attention va constamment fluctuer. Et au bout d'1 heure, l'attention va littéralement chuter toutes les 2 minutes. Okay, donc c'est assez intéressant. Et je vous en ai mis une autre, je vous ai mis la source qui est un livre qui s'appelle Neurolearning, où on est un peu sur la même idée. En fait, au début du temps de formation, l'attention va augmenter parce qu'on va être alerte par rapport à ce que le formateur va venir nous raconter. Et en fait, au bout de 10 minutes, si moi, en tant qu'apprenant, je suis pas stimulée, boum, mon attention va être en déclin, ça va pas bouger. Et en fait, il va y avoir une petite augmentation de mon attention en tant qu'apprenant au niveau de la conclusion. Parce que là, je me dis, il y a peut-être un truc à retenir, parce que généralement, quand on conclut, c'est les éléments essentiels finalement du temps de formation. Donc là, l'apprenant, il va être alerte. Mais c'est quand même dommage de le perdre quasiment sur
la totalité du temps de formation parce qu'on n'a pas réussi à éveiller sa curiosité, parce qu'on n'a pas réussi à le stimuler. Donc ça, c'est la première chose sur l'attention. Et bien sûr, il y a des variables, j'avais oublié ça. Il y a bien sûr des variables par rapport à ce que j'évoque. Ça va dépendre du thème de formation. Si vous avez un apprenant qui est ultra intéressé par votre thème, peut-être qu'il va être attentif beaucoup plus que 10 minutes. Okay, ça dépend du formateur que vous êtes, de votre personnalité. Ça dépend aussi des méthodes, bien sûr, de formation que vous utilisez. Ça peut dépendre des horaires, parce que si vous faites un temps de formation après manger, c'est un peu la digestion, c'est pas... vous pouvez perdre des apprenants plus facilement, on va dire ça comme ça. Si vous faites des pauses, si vous faites pas de pause, ça peut jouer aussi. Et bien sûr, les émotions que les apprenants vont ressentir, qui ne dépendent absolument pas de vous, ça peut bien sûr jouer sur la fluctuation de l'attention des apprenants. Et en fait, ce qui se passe et ce qui est important à rappeler, c'est que l'attention permet la compréhension. Si je comprends, je peux mémoriser. Si je mémorise, en fait, je peux mettre en application, moi, apprenant, des choses sur le terrain. Okay, maintenant, si j'ai pas l'attention de mes apprenants, il n'y a pas de compréhension. Si j'ai pas l'attention de mes apprenants, ils peuvent pas mémoriser. Si j'ai pas l'attention de mes apprenants, il n'y a pas de mise en application sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'attention, en fait, c'est la base. Et que moi, en tant que formateur, mon premier challenge, c'est de choper, de récupérer l'attention de mes apprenants. Ok? Donc voilà par rapport à l'attention. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est la mémorisation en neurosciences. Et l'idée, en fait, que vous développez, c'est le fait de multiplier les niveaux d'accès aux connaissances. Et je vais m'expliquer. La question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre à Paris? Quels sont les moyens un petit peu à ma disposition? Donc, pour aller à Paris, je peux prendre l'avion, le métro, le vélo, je peux venir à pied, je peux prendre l'autocar, le bus, et je peux venir en voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que Paris est très accessible, que c'est très facile d'y aller, parce qu'en fait, j'ai différents moyens, modes d'accès, de transport pour y aller. Ok? Et en fait, moi, la question que j'aimerais nous poser à tous, c'est, et si finalement on faisait pareil avec la connaissance? Si la connaissance, on la rendait accessible, ok? Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait ça, en fait. Dans la même idée, là, j'ai ma connaissance, moi, en tant que formatrice, que je veux partager, mon idée, ma théorie, ok? Et en fait, l'idée, ça va être de multiplier les voies d'accès. Comme je vais mettre du mouvement, du ludique, de l'interactivité dans ma salle de formation, je vais permettre à l'apprenant de se rappeler d'une théorie en passant par différentes voies. Donc, par exemple, je fais un temps de formation sur une thématique, je vais mettre des images, il va y avoir des visuels, je vais faire vivre à mes apprenants des émotions, je vais faire en sorte qu'ils discutent, qu'ils partagent, qu'il y ait de l'analyse de pratique les uns avec les autres. Je vais faire en sorte, dans ce même temps de formation, qu'il y ait du débat. Je vais mettre en place des effets de surprise et je vais faire en sorte que les apprenants expérimentent, ok? Toujours autour de la même idée, du même concept, de la même théorie. En fait, je vais permettre simplement, parce que j'ai dynamisé ma journée de formation, parce que j'ai multiplié les voies d'accès à la connaissance, de permettre à l'apprenant de récupérer l'information beaucoup plus vite. Et on est sur ça, en fait. Plus la stimulation des sens va être variée, plus les connexions neuronales au niveau du cerveau vont se renforcer entre les différentes mémoires, parce qu'on a différentes mémoires. Et donc, plus la récupération va être facile. Moi, apprenant, je vais pouvoir me remémorer une information parce que le formateur aura mis différentes choses en place dans sa journée de formation pour que moi, je m'en souvienne plus facilement. Et donc là, j'ai fait un petit clin d'œil au VACOG. Moi, je me sers du VAC, V-A-K. C'est un acronyme visuel, auditif, kinesthésique. Et dans ma journée de formation, je viens nourrir ces trois choses-là. Donc, du visuel, je mets des images. De l'auditif, je parle avec des mots simples que tout le monde puisse comprendre, du coup. Et le kinesthésique, le kinesthésique, c'est le fait de faire, de pratiquer. Donc, par l'échange de pratiques, par le débat, par l'expérimentation, je viens mettre du VAC, en fait. Et donc, je joue sur 3 sens dans ma salle de formation. Donc, voilà, par rapport aux 3 postulats que je voulais vous partager. Maintenant, on va rentrer en plein cœur du sujet, comment dynamiser. Et donc, je vais vous partager un petit peu les outils, les techniques d'animation auxquelles j'ai pensé. Si on parle de jeux de connaissances, on pourrait se demander, mais pourquoi finalement, à quoi ça sert de mettre en place des jeux de connaissances dans sa salle de formation? Eh bien, voici mes réponses, bien sûr, qui ne sont pas exhaustives, on pourrait en rajouter. Mettre en place des jeux de connaissances, ça sert à faire se rencontrer les apprenants. Ça sert aussi, finalement, à identifier, d'ailleurs c'est rigolo, je l'ai mis 2 fois, identifier les personnalités de chacun.
Ça sert à faire en sorte de créer des émotions qui vont être positives, des émotions qui vont être agréables. Et en termes de neurosciences, c'est prouvé que quand on vit des émotions qui sont agréables, ça favorise l'apprentissage en fait, et ça favorise la mémorisation. Ok ? Donc, le fait de mettre en place des jeux de connaissances, ça va favoriser forcément une dynamique de groupe aussi qui va être positive. Ça peut être pour certains apprenants un levier de motivation personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, en tant qu'apprenant, je viens un peu en moonwalk en formation parce que les temps de formation, ça me plaît pas, le groupe peut me donner envie de venir finalement en formation. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et on peut s'appuyer sur ça. Et la dernière chose, c'est apprendre à connaître les apprenants. Ça, c'est pour nous en tant que formateurs. Récolter des informations sur eux pour venir les réinjecter en formation. Moi, je me sers énormément de ça, en fait, pour créer aussi, moi, du lien avec eux. OK ? Alors, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Première technique, premier outil, je l'ai appelé les Smarties. En paquet individuel, petite référence au Covid. Mais sans Covid, on peut le faire aussi en paquet individuel. Je vous explique très rapidement, du coup, les règles du jeu. L'idée, c'est que dans ma salle de formation, les apprenants, je vais les mettre en équipe de 3 par table. Ok ? Je vous ai fait un visuel juste après, si cette slide-là, elle ne vous parle pas. Donc, je les ai mis en équipe de 3 par table. Moi, en tant que formateur, au préalable, j'ai préparé des questions que j'ai posées sur chaque table. Ce sont les mêmes questions qui sont du coup sur toutes les tables. Et en fait, quand on prépare ces questions, l'idée c'est de se demander un petit peu, mais qu'est-ce que j'aimerais savoir finalement des apprenants? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils nous partagent à tous? Ok ? Ensuite, une fois que les apprenants sont sur leur table, ils ont leur petit paquet de Smarties individuels chacun. Il y a des questions du coup sur la table. Chacun à son tour. Chaque apprenant va prendre une question, va la tirer au hasard et va la lire et va répondre à la question. Ok ? Et en gros, quand il a répondu à la question, il a le droit de manger son petit Smarties. Et moi, ce que je vous propose, alors tous les timings que je mets, vous pouvez bien sûr les changer. Ce sont uniquement des propositions, des suggestions. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on change de groupe toutes les 4 minutes. Ok ? Et les apprenants, du coup, au bout de 4 minutes, vont aller former un nouveau trio. Donc, vont aller à la rencontre de nouvelles personnes pour continuer un petit peu à connaître les autres. Je ne vais pas uniquement connaître 2 personnes. Je vais essayer de brasser, moi, en tant que formatrice, au maximum, les apprenants dans ma salle de formation pour qu'ils aillent rencontrer tous les autres. Évidemment, en tant que formatrice, je peux jouer aussi. Comme ça, je mange aussi des Smarties, c'est plutôt sympa. Et comme ça, les apprenants aussi apprennent à me découvrir. Ça crée du lien aussi entre eux et moi. À la fin, on peut faire un débrief, une fois qu'on a arrêté de mélanger tout le monde. Et donc, je vous ai mis 3 manières différentes de faire le débrief. Il peut y en avoir d'autres. Ça peut être moi, formatrice, qui prend la parole et je demande aux apprenants, OK, qu'est-ce que vous avez appris sur les autres? Et donc là, qui veut au volontariat prend la parole et me répond. Si ça marche pas, on peut utiliser une autre stratégie. Je peux dire, qu'est-ce que vous avez partagé de vous? Comme ça, c'est chaque apprenant qui vient partager un truc qu'il a dit aux autres. OK? Autre stratégie, je me remémore un petit peu, moi, en tant que formatrice, les thématiques, les questions que j'ai posées. J'en prends une et je leur demande, quand je leur dis, en levant la main, qui sait, enfin, ce que je pourrais dire. Attendez, j'ai fait un exemple en plus. En levant la main, est-ce que qui a des passions? Donc là, il y a des gens qui vont lever la main. OK, Pascal, c'est quoi ta passion à toi? Moi, c'est le théâtre. OK. Nadine, c'est quoi ta passion à toi? Moi, j'adore la danse. Ah bah génial. OK. Donc ça, c'est 3 manières de faire différentes. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Donc ça, c'est le petit visuel. On a bien 3 apprenants par table. Ils ont bien tous leur paquet de Smarties. On a un pot avec des questions. Et donc là, ils sont en train de discuter les uns avec les autres. Donc lui, il a tiré un papier. Il y avait écrit sur le papier « Cite une de tes passions ». Donc là, il va répondre à ça. Et celui-ci, il a cité « Partage-nous ton meilleur souvenir de voyage ». Et donc, il va répondre à cette affirmation-là. OK? Donc voilà par rapport aux Smarties. Ensuite, le qui est-ce, qu'on connaît, je pense, tous. Mais c'est pas exactement comme ce jeu-là. On va pas jouer comme le jeu qui existe, le jeu de société. Alors, voici les règles du jeu. L'idée, ça va être de donner un temps au préalable. Je vois les gens dans les commentaires qui disent « Il va falloir acheter des Smarties ». Ouais, ça marche avec les M&M's, ça marche avec les Skittles, ça peut marcher avec plein de trucs. Du coup, pardon, je m'égare. Du coup, dans le qui est-ce, on va donner du temps en amont aux apprenants pour qu'ils écrivent sur un papier soit des mots-clés, soit des nombres, soit des dates dont ils ont envie de parler, d'accord? Moi, je vous invite à limiter le nombre d'éléments, sinon ça fait trop, en fait. Il y a trop d'informations. Je vous ai fait un exemple juste après. Une fois que les apprenants ont fait ça, donc chacun va avoir sa petite feuille de papier avec ses 5 informations qu'il a envie de partager, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on met les apprenants, par exemple, en équipe de 3 personnes. Et donc, moi, je vous invite, c'est une proposition une fois de plus, à mettre un chrono de 9 minutes. On peut mettre 3 minutes par personne. Je vais vous expliquer à quoi ça sert juste après.
Ce qui va se passer, en fait, c'est que, par exemple, moi, je suis dans un trio, je suis avec Nadine et Stéphane, que moi, je vais commencer avec ma feuille. Donc, j'ai 5 éléments qui sont inscrits sur ma feuille, OK? Et en fait, mes collègues, Nadine et Stéphane, vont pouvoir poser des questions par rapport à ce qui est écrit sur ma feuille. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, j'ai écrit quoi? J'ai écrit Thaïlande. Ils vont devoir me poser des questions par rapport à Thaïlande. Marine, est-ce que tu as vécu en Thaïlande? Est-ce que tu as déjà été en vacances en Thaïlande? Moi, je leur réponds jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne réponse, OK? Une fois que chacun d'entre nous est passé, donc on a un timing de 3 minutes par personne pour répondre aux questions. Une fois que chacun d'entre nous est passé, on peut changer les équipes de 3. Et donc moi, Marie, maintenant, je vais être avec Sabrina et Clément. Et en fait, ils connaissent pas du tout ce qu'il y a sur ma feuille. Et moi, je connais pas ce qu'il y a sur leur feuille non plus. Et donc, on peut rejouer à se poser des questions. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à se connaître. Je vous ai fait un exemple avec Théo. Comme ça, on va apprendre un petit peu des trucs sur Théo. Ah ouais. C'est pas crédible, tu sais. Pardon, Théo, pardon d'avance. Mais non, mais super. J'aime bien que les gens me connaissent un peu plus. Ah, mais attends, je t'ai fait une dédicace, tu vas rigoler. Imaginons que Théo, sur sa feuille, il a écrit donc 5 informations. Bleu, Égypte, danser, Patrice et 11. Donc moi, je suis dans l'équipe de Théo, je vais venir le questionner. Et donc en fait, voici ce que je dois deviner. Je dois deviner que le bleu est la couleur préférée de Théo. Je dois deviner qu'il a habité en Égypte. Je dois deviner que Théo est ceinture noire de polka. Il adore danser la polka. Oui, on fait des révélations aujourd'hui sur LinkedIn en direct. C'est magnifique. C'est tout à fait vrai. On apprendra du coup aussi que Théo, qu'il a un frère qui s'appelle Patrice, ok, et qu'il habite au numéro 11. Donc voilà. Je vous invite aussi à faire un exemple pour les apprenants pour bien qu'ils puissent comprendre le jeu et comment on y joue. Donc pareil, je vous ai fait un petit visuel très rapidement. Équipe de 3. Les gens orange, c'est ceux du coup qui ont leur petite feuille, qui l'ont montré aux autres et les autres doivent poser des questions. Et donc par exemple lui, donc ça c'est Théo du coup, et cette personne-là lui dit est-ce que tu as déjà voyagé en Égypte? Puisque forcément dans la feuille de Théo, on avait le mot Égypte, d'accord? Et donc c'est 3 minutes par apprenant. Donc soit c'est nous en tant que formateur, on lance le chrono de 3 minutes, soit c'est les apprenants eux-mêmes en fait qui peuvent aussi lancer un chrono, tout simplement, ok? Donc 3 minutes par personne, ça fait 9 minutes en tout et après on change les groupes. Voilà par rapport à ce jeu que j'aime beaucoup. Troisième et dernier jeu, c'est mon jeu préféré. J'en ai déjà parlé, mais je ne pouvais pas passer à côté. C'est le fameux, le non moins célèbre, le bingo des connaissances. J'adore ce jeu parce qu'il est ultra interactif et très rapidement en fait. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je vous ai fait les règles du jeu et après je vous fais un petit exemple. Ce que vous allez faire en amont en tant que formateur, c'est que vous allez créer un tableau sur un fichier Word. Je vous ai fait un exemple juste après. L'idée, dans votre tableau sur Word, c'est de mettre autant de cases qu'il y a d'apprenants, moins une case. Donc, si vous avez 16 apprenants, vous mettez 15 cases. Si vous jouez en tant que formateur, là, vous allez mettre, 16 cases, d'accord? Parce que vous serez 17 à jouer, moins une personne, ça fait 16 cases. Ce que je vous invite, du coup, à faire dans chacune des cases, donc une case est égale à une caractéristique, c'est de réfléchir, du coup, aux caractéristiques de votre public que vous avez en formation, de vous demander un petit peu quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs passions, quel est leur quotidien, et de mettre une caractéristique par case. Donc en gros, ça va ressembler à ça, d'accord? Je vais y revenir juste après, mais pour vous montrer un visuel, ça ressemble à ça. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de bien penser à cibler les caractéristiques qui vont être communes, mais aussi les différences, parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils, on a des différences, on aime des choses un peu différentes chacun. Donc je pense que c'est ultra intéressant aussi de réfléchir à ça et à bien cibler le contexte, la thématique de formation, parce que vous pouvez mettre une case avec une caractéristique en lien avec ça, par rapport aux prérequis, par rapport au niveau des apprenants, par rapport à l'environnement, etc. Donc là, je vous ai fait un exemple. Comme j'ai un passé d'animatrice, je partais souvent en colonie de vacances et donc j'utilisais cet outil que j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui est important à voir, c'est ce qu'il y a en bas en fait. C'est sur ce qu'il y a en bas, ce qu'il y a en gras, sur lesquels je me suis appuyée pour construire ma grille. Donc, je partais avec 16 jeunes. Donc, 16 jeunes est égal à 15 cases dans mon tableau. Ils ont 15 ans. Donc là, je me suis dit, OK, quand tu as 15 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Quelles sont tes passions? Quels sont tes hobbies? C'est quoi ton quotidien? C'est ça l'idée. On était en colonie de vacances, OK? Donc ça, je peux m'appuyer aussi sur ça en mettant une case a déjà fait 5 colonies de vacances, par exemple. Et on était à Londres. Et donc, j'ai mis des choses en lien avec Londres. Par exemple, ici, j'ai mis une case connaît Londres. Et on était aussi sur une thématique Harry Potter. Donc là, j'ai mis aime Harry Potter. Donc, on voit bien que je me suis servi de tout ce que j'ai mis en deux, en fait, pour venir construire ma grille. C'est ce qui m'a aidé. Donc, voilà par rapport à la construction. Ensuite, les règles du jeu. Comment ça marche? Chaque apprenant, du coup, a une grille dans sa main. Il a un bingo dans sa main. OK? L'idée, en fait, c'est que je dois aller, moi, en tant qu'apprenant, à la rencontre des autres pour leur demander s'ils ont une caractéristique. Donc, par exemple, je vais aller voir Théo
et je vais lui demander, Théo, est-ce que tu utilises un réseau social? Et là, Théo, il va me dire, bah oui, moi, j'utilise LinkedIn. Et je vais dire, bah trop bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux mettre ton prénom dans la case utilise un réseau social? Et donc, Théo va signer de son prénom dans cette case-là. OK? Donc ça, c'est la règle principale. Deuxième règle, on n'a pas le droit de signer, d'écrire son prénom sur sa propre feuille. On ne peut le faire que sur celle des autres. Donc moi, Marine, si j'ai les oreilles percées, bah, j'ai pas le droit d'écrire Marine dans cette case-là, ok? Parce que l'objectif, c'est d'aller discuter avec les gens, pas de remplir moi-même la feuille. Et on ne peut signer, écrire son prénom une seule fois, seulement sur la feuille des autres. Donc, Théo, je l'ai mis dans réseau social, je peux pas le mettre ailleurs, en fait, dans l'idée. Sinon, je le mets partout aussi, c'est un peu pareil. C'est pas un jeu de compétition, c'est un contre-la-montre. Moi, je mets 25 minutes, ça dépend de la taille de votre groupe, ok? Le timing est à jauger en fonction du nombre d'apprenants que vous avez. Et quand les apprenants ont fini, parce qu'il y en a qui ont tous les prénoms, au bout d'un moment, moi, je leur demande de dire bingo et d'aller s'asseoir sur une chaise et de continuer, parce que le jeu continue encore, de continuer à signer les feuilles des autres. Et à la fin, on fait un débrief, et moi, ce que je fais, c'est que je mets mes apprenants en cercle. Je reprends certaines cases, en fait, qui m'intéressent plus que d'autres, et je leur dis, bon, bah, je vous dis n'importe quoi, si je vous reprends l'exemple que je vous ai mis, hop, qui sait parler 3 langues? Bah, Théo, Marine, Sylvia. Ah, ok, bah, vous savez parler Sylvia, tu sais parler quelle langue? Du coup, bah, je parle l'anglais, le français et l'espagnol. Ah, ok, c'est cool. Et en fait, ça me permet d'apprendre des choses, ok, sur les apprenants. Donc, je fais un débrief à la fin. Je vous ai fait un petit visuel très rapidement. Donc là, chacun a sa petite feuille de bingo, chacun va entrer en interaction avec les autres. Lui, il lui demande à son collègue à côté, est-ce que tu pratiques un sport individuel? Et donc, en fonction de sa réponse, soit il met son prénom, soit il met pas son prénom. Et donc, à la fin, on se réunit tous en cercle. Donc ça, c'est moi en tant que formatrice ici, ok? Qui sait parler 3 langues? Ah bah, Émilie, Abdallah et Fania. Et là, moi, je vais ouvrir un dialogue et je vais commencer à poser des questions et m'intéresser à eux. Donc voilà, du coup, par rapport au bingo. Et là, je vous ai fait la feuille à la fin avec les prénoms, ok? Donc voilà par rapport au jeu de connaissances. On enchaîne avec les forums. Les forums, c'est pas forcément un mot qui est très connu dans notre milieu, ok? Donc je vais vous définir ma vision, ma définition, ce que c'est pour moi un forum, à quoi ça sert, ok? Moi, c'est un outil que je mets en place tous les jours avec tous les groupes que je rencontre, que je connaisse le groupe ou que je ne connaisse pas le groupe, je mets en place des forums. Donc un forum, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un forum, c'est un temps de parole, un temps d'échange avec le groupe où moi, en fait, je vais venir récupérer le ressenti du groupe. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est s'ils vont bien ou s'ils vont pas très bien. Si le groupe va bien ou s'il va pas bien, ou si les individualités dans ce groupe vont bien ou vont pas bien. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'adapter ma journée de formation, ok? Ça me permet aussi d'adapter mon relationnel à chaque apprenant. Si par exemple, moi, je suis d'humeur blagueuse et que j'ai un apprenant qui est un petit peu au bout de sa vie, qui a appris une triste nouvelle la veille, bah, je vais pas lui faire des blagues aujourd'hui, quoi, parce que je sais que c'est pas le jour pour faire ça, ok? Ça me permet aussi de réguler les dynamiques de groupe. Si je sais qu'un groupe va pas bien, bah, on met les choses sur la table, on en discute et on tente de trouver des solutions par rapport à notre champ d'action chacun, eux et moi. Ça permet aussi du coup à chaque apprenant d'évacuer les émotions désagréables. Et en fait, les émotions désagréables sont un frein à l'apprentissage. Donc, si je les libère, bah, en fait, ça permet simplement l'apprentissage et ça permet le fait qu'ils soient focus avec moi sur le temps de formation. Et ça permet aussi de fédérer le groupe, de créer des liens entre chaque apprenant parce qu'on peut avoir de l'empathie en écoutant un petit peu les histoires de chacun. Et bien sûr, chaque apprenant, c'est au volontariat de nous partage ce qu'il a envie de nous partager de lui. Hein. Il n'y a jamais d'obligation, moi, dans mes formations. Jamais. Voici les outils que je vous partage. L'Emoticube, peut-être que vous le connaissez. Donc, ça vient notamment des émoticartes. Là, j'ai le jeu à la maison. Et en fait, vous avez ce petit cube donc, qui est à découper, qui est à coller. Et après, en fait, on peut jouer avec. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ceci. L'idée, c'est que vous récupérez votre groupe un matin, ok? Soit vous les avez eus la veille et donc vous avez envie de revenir sur un temps de formation de la veille, soit vous les avez pas eus la veille mais vous avez envie qu'ils s'expriment sur la semaine qu'ils ont passée. Et en fait, les apprenants peuvent partager des choses qui sont soit professionnelles, soit personnelles. Moi, il y a les deux qui m'arrivent en fait en formation. Et c'est vraiment à la guise de chaque apprenant. Comment ça va se passer? On va les mettre du coup en groupe de 3, comme ça par table, ok? Et on va mettre un petit cube sur chaque table. Chacun son tour, en fait, chaque apprenant va lancer le dé et répond à l'affirmation posée. Donc, par exemple, si moi, Marine, je tombe sur qu'est-ce qui m'a fait peur hier en formation, parce qu'on était avec la formatrice, ok? Bah, ce qui m'a fait peur, en fait, c'est de me dire, mon Dieu, mais ouais, il y a quand même beaucoup de travail à faire cette semaine. Entre mon travail, la formation, ma vie privée, je suis un peu dépassée par tout ça, ok? Ça pourrait être, par exemple, ça une réponse. Donc, une fois que moi, j'ai répondu,
Mes autres collègues de la table prennent le dé, lancent le dé, et c'est à eux de répondre par rapport à l'affirmation en fait qui va tomber. D'accord? Ce que je vous propose, timing de 9 minutes par groupe, 3 minutes par personne, à réguler bien sûr sur le terrain, soit c'est trop long, soit c'est trop court, ça dépend des gens qui s'expriment facilement ou pas. Et ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, c'est qu'à la fin de ces 9 minutes, les apprenants changent de trio. Ok? Et donc, on peut changer autant qu'on veut de trio. Et c'est le même principe, en fait. On relance le dé, soit on tombe sur la même chose. Et dans ces cas-là, si moi, Marine, je change de trio et que je retombe sur ce qui m'a fait peur, bah, je vais relancer le dé pour répondre à autre chose. D'accord? Ce que j'ai aimé. Bah, moi, ce que j'ai aimé hier, par rapport à la formation, c'est que bah, j'ai pu discuter avec lui. Je le connaissais pas, en fait, et j'ai appris à le connaître. Et c'est super, bah, c'était super cool, quoi. Donc voilà. Et à la fin, on peut faire un débrief. Donc vous faites autant de tours que vous voulez. À la fin, on fait un débrief. Et donc j'ai mis un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pareil. Le formateur peut revenir par exemple sur ce qui m'a fait peur, donc la case ce qui m'a fait peur. Et donc, au volontariat, les apprenants s'expriment. Ok, sur la case ce qui m'a fait peur du coup, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous partager ce qui vous a fait peur hier? Oui, non. Bon, moi sinon, on passe à une autre case en fait, tout simplement. Voilà comment on peut faire le débrief rapidement. Voilà par rapport aux émoticubes. Très rapidement, un deuxième outil que moi j'ai appelé tout simplement expression, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé et qui est très simple, vous allez voir. On met les apprenants du coup en cercle ou au niveau de leur table, peu importe, il peut y avoir des tables, c'est pas un souci, ils peuvent être assis, ils peuvent être debout. Et moi en fait en tant que formatrice, je vais écrire des choses au tableau. Je vais écrire des expressions qui vont être liées à des émotions. Ok? Et en fait, mon objectif, ça va être de mettre des expressions qui sont autour de la joie, de la colère, de la peur, de la honte, vraiment de cibler différentes émotions pour que tous les apprenants puissent se retrouver dans ce que je vais écrire au tableau. Et donc, par exemple, dans la joie, je vais écrire être aux anges, nager dans le bonheur, la colère, bouillir de rage, entrer dans une colère noire, la peur, ça peut être trembler comme une feuille, en avoir la chair de poule, ou honte, simplement être mort de honte. Ensuite, ce qui va se passer, tout simplement, je mets mes phrases au tableau et je vais donner un petit temps, je sais pas, je vais donner 3 minutes de réflexion aux apprenants pour qu'ils choisissent la phrase ou les phrases, parce que ça peut être plusieurs expressions, qui leur semblent les plus appropriées par rapport à comment ils se sentent ce matin. Ok? Et des fois, j'ai des apprenants qui me disent « Mais Marine, moi j'ai une expression, mais elle n'est pas sur le tableau. » Bah vas-y, prends-la, il n'y a pas de souci, quoi. Au contraire, c'est intéressant. Et donc après, une fois que chacun a trouvé, on fait un petit tour au volontariat, c'est toujours la même idée. Chacun nous partage. Et donc là, par exemple, on va l'appeler Frédéric. Frédéric nous partage. Bah, moi, je nage dans le bonheur parce que hier, j'ai validé ma certification. On est sur un diplôme d'État et en fait, hier, j'ai validé les UC 1, 2, 3, 4. Franchement, je suis ultra content. Je suis heureux aujourd'hui. Et donc là, nous, en tant que formateur, bah, on sait comment va Frédéric aujourd'hui. Voilà pour, du coup, cet outil-là. Dernier outil que vous connaissez certainement, qui est assez connu, c'est les feeling cards. Moi, je l'ai pareil, je l'ai à la maison et je m'en sers. D'ailleurs, je vous ai mis une petite photo. Donc, ça ressemble à ça. Vous pouvez l'acheter très facilement sur Internet. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et en fait, chaque carte correspond à une émotion. Ok? Je vous explique, moi, comment je m'en sers. Je mets mes apprenants en cercle. J'étale toutes les cartes du jeu par terre où on voit, en fait, les petits bonhommes avec leurs émotions. Et ce qui est cool dans les illustrations, c'est qu'on voit un dessin et il y a un petit texte, enfin, un mot-clé, du coup, par rapport à l'émotion qui est ressentie. Donc, je les pose par terre et je leur pose 2 questions. Donc, je leur donne 5 minutes de réflexion. Je leur demande comment ils se ressentent, comment ils vont ce matin. Et je leur demande comment est-ce qu'ils aimeraient se sentir ce soir. Et donc là, ils peuvent choisir une émotion, 2 émotions, 3 émotions pour ce matin ou pour ce soir. C'est à leur guise. Et après, du coup, une fois que tout le monde a réfléchi et a trouvé, au volontariat qui veut prendre la parole. Et donc, par exemple, on a Clément qui nous dit « Moi, ce matin, je me sens comme ça. » Parce que, donc après, ils nous expliquent, hein, généralement, les apprenants expliquent. Et moi, quand ils expliquent pas, je leur pose la question, en partant toujours du principe qu'ils ont toujours le droit de pas me répondre. D'accord? Parce que je pense qu'il faut faire attention au côté intrusif. Et moi, c'est pas mon intention du tout. Et à la fin, il me dit « Ce soir, j'aimerais me sentir comme ça. » Et c'est ultra intéressant. Je sais que là, je l'ai fait il y a 2 semaines. J'ai une stagiaire qui m'a dit « Maman Marine, ce matin, je me sens épuisée. Je suis au bout du rouleau. Je n'en peux plus. Ma soirée, je la passe à dormir. En fait, j'ai plus de vie privée parce qu'en fait, le travail prend le pas en fait sur tout. En fait, je suis au bout du rouleau. Et elle m'a dit « Je suis désolée si aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Si je suis pas trop là, je m'excuse d'avance, quoi. » Ok, pas de souci. J'en ai une autre qui m'a dit « Marine, ce matin, je me sens stressée parce que mes équipes sur le terrain sont en sous-effectif et du coup, je suis pas bien. Donc, pardon d'avance, mais sur la journée, je vais peut-être être avec mon téléphone portable, en fait, juste pour checker si tout va bien. En fait, elle me prévient et je trouve ça ultra intéressant. Et moi, dans mes formations, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, voilà par rapport aux feeling cards.
Une petite photo de ma formation d'il y a 2 semaines. Vous voyez que je les étale par terre et je leur présente le jeu aussi. Allez, on passe à la 3e famille, les techniques d'animation. Les techniques d'animation, ça sert à quoi? On l'a un petit peu évoqué plus haut, donc je vais aller très vite. Ça sert à rythmer la journée de formation, à garder l'attention des apprenants, ils gardent les yeux ouverts, à favoriser leur motivation, à favoriser aussi l'ancrage des connaissances et des compétences par rapport notamment au sens qu'on va stimuler, c'est ce qu'on s'est raconté plus haut. Ça va permettre de mettre en exergue, de valoriser leurs connaissances et leurs compétences, donc de valoriser les apprenants et forcément en fait de jouer sur l'estime de soi et la confiance en soi de chacun des apprenants. Et ça va permettre aussi de créer du lien entre les apprenants, parce que si moi, Marine, je suis avec un groupe d'apprenants et que je suis avec des collègues en train de discuter, bah, comme je vais changer de groupe, je vais apprendre à connaître les autres. Et peut-être que si j'ai des collègues qui sont ultra pertinents ou très réfléchis ou qui sont très créatifs et que moi, je trouve ça génial, bah, du coup, je peux créer du lien avec eux. Okay, 3 techniques. La première, les 4 coins. Je vous avais fait un post déjà sur ça et j'en ai fait une vidéo aussi sur YouTube. Je vous ai fait un exemple très rapide. L'objectif, en fait, quand on utilise la technique des 4 coins, ça va être de trouver une problématique et 4 solutions possibles. On va utiliser cette technique vraiment pour avoir le positionnement des gens qui sont dans la salle de formation. Donc, je vous ai fait un exemple. Par exemple, j'ai des formateurs qui sont en face de moi. C'est une formation de formateurs. Et on va parler des dynamiques de groupe. Okay, c'est la thématique de formation. Donc, je vais utiliser la technique des 4 coins et je vais leur demander, je vais leur poser une situation. Un apprenant se moque de moi en tant que formatrice ouvertement devant le groupe pendant la formation. Comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce que je fais? Réponse A, bah, je lui dis qu'on se voit à la pause en tête-à-tête pour en discuter. Réponse B, je le recadre devant le groupe sur le même ton. Okay, il s'est moqué de moi, bah, moi je vais me moquer de lui en le recadrant du coup. Réponse C, je lui cite une parabole. Une parabole, c'est un texte avec une petite morale à la fin. Ou réponse D, autre réponse. Autre réponse, ça veut dire que les apprenants ont la liberté de donner la réponse qu'ils ont envie. Okay, donc si je vous fais un schéma, ça ressemble à ça. Je mets les apprenants au milieu, moi je mets des affiches en fait sur ma salle. Une affiche, c'est une feuille A4 où il y a écrit A, hein, tout simplement, A, B, C, D. Je pose ma question. Une fois que j'ai posé ma question, les apprenants vont se positionner dans l'espace. Je leur donne un petit temps pour discuter, réfléchir ensemble, se partager en fait leurs arguments les uns avec les autres. Et en fait, à la fin, je demande à chaque groupe qu'il y ait un porte-parole par groupe qui vienne nous retranscrire la pensée de tout le groupe, pas que sa pensée à lui, tous les arguments qui ont été évoqués. Et à la fin, moi, en tant que formatrice, je conclus en donnant la ou les bonnes réponses, parce que des fois, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, et aussi des fois les limites. Et je rebondis sur ce que les apprenants disent aussi à la fin. Hein. Des choses qui me posent question, des choses que je n'ai pas compris, des choses où je me dis attention, par rapport à ce que vous dites, ça peut être compliqué parce que, etc. Donc, je leur partage de l'expérience de terrain. Donc, voilà par rapport à cet outil-là, donc qui était les 4 points, que j'aime beaucoup. Deuxième outil, la timeline. La timeline, à la base, c'est un jeu de société. Donc, je vous ai mis le jeu juste ici, où en fait, on doit mettre en corrélation des événements avec des dates. Donc là, j'ai mis des dates complètement au hasard. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et donc, l'idée, c'est que là, moi, Marine, je devrais réfléchir à mais qu'est-ce qui s'est passé en 1983, quoi. Et donc là, je mettrai l'événement. Et après, bah, dans le jeu timeline, on a des cartes, justement, pour dire ah, bah, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être ça, ou c'est peut-être la guerre de je ne sais pas quoi, ou que sais-je. Moi, je me suis inspirée très fortement de ce jeu pour créer un jeu avec mes équipes, avec mes apprenants. Et je vous explique comment on joue. C'est ultra simple. Donc je formais des directeurs d'accueil de loisirs, communément appelés des centres de loisirs. Et en fait, quand on forme des directeurs, on va parler de leur mission. Et en fait, mes apprenants, ils ont des missions avant, pendant et après. Il est là le lien en fait avec la timeline, puisqu'on va mettre dans le temps les missions. Ok ? Moi, j'ai un peu pimpé, transformé légèrement ce jeu. Comment j'ai fait? J'ai mis mes apprenants en équipe de 3 et je leur ai demandé dans un premier temps de lister toutes les missions d'un accueil de loisirs et de les positionner avant, pendant ou après l'accueil de loisirs. Ok? Donc, ils sont à 3, ils réfléchissent, ils ont une feuille et un stylo et une note. Une fois qu'ils ont fait ça, donc je leur donne, je sais pas moi, 8 minutes par exemple, une fois qu'ils ont fait ça, moi, je vais leur distribuer un jeu de cartes que moi, j'ai créé. Et en fait, sur ce jeu de cartes, il y a plein de missions différentes de directeurs. Et ce que je vais leur demander, à partir de ce jeu de cartes, c'est de lire toutes les cartes et de positionner les cartes avant, pendant ou après. Ok? Une fois qu'ils ont fait ça, donc ils vont faire du lien forcément avec ce qu'ils ont écrit sur leur papier. Une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils se sont un petit peu cassé la tête, qu'ils ont réfléchi ensemble, je vais fusionner 2 groupes d'apprenants. Donc j'avais des équipes de 3. Maintenant, on passe à une équipe de 6, ou plusieurs équipes de 6, et je vais leur demander de se mettre d'accord à 6 sur l'ensemble des cartes qu'ils ont positionnées.
Et à la fin, tout à la fin, donc pareil, je leur donne du temps pour faire ça. Et à la fin, chaque apprenant, je leur demande de récupérer différentes cartes. Donc, j'ai mis 4 cartes, mais ça dépend de la taille du groupe et du nombre de cartes. Et en fait, chaque apprenant va devoir argumenter et nous dire pourquoi la mission est importante. Et donc, je vous ai mis le jeu de cartes que j'ai créé. Donc, je vous ai mis que quelques slides, j'en ai mis 2, parce que le jeu, il y a beaucoup de cartes, je ne sais plus combien il y en a. Donc ça, en fait, une carte est égale à une mission, ok? Ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Je les imprime, je les plastifie, je les découpe. Je fais un jeu de cartes par groupe de 3. Et je leur mets aussi ça, avant, pendant et après l'accueil ou le séjour. Donc ça, ils ont les cartes, ok? Et en fait, j'aime bien cette manière de faire pour plusieurs raisons. C'est ce que je vous ai explicité juste à côté ici. Dans le premier temps, en fait, où c'est eux qui lisent leur mission, en fait, je pars concrètement de leurs connaissances. Je m'appuie sur ce qu'ils savent. Donc, je viens valoriser vraiment leurs connaissances et leurs compétences, leur expérience de terrain. Dans un deuxième temps, je viens leur donner du contenu. Ça va venir les rassurer, ok? Ils vont pouvoir checker par rapport aux cartes que je vais leur donner si ça a du lien avec ce qu'ils ont écrit juste avant. Et donc ça, c'est ultra intéressant. Et pour ceux qui avaient un peu, c'est pas encore arrivé, mais ça peut, ceux qui ont un peu le syndrome de la page blanche, bah, ça vient aussi les rassurer et ils peuvent participer quand même au temps de formation. Parce que s'ils n'ont rien écrit là, ce serait quand même un petit peu dommage. Ensuite, quand je fusionne les deux groupes, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se réinterrogent, qu'ils viennent confronter leurs avis et qu'ils partagent leur expérience. À nouveau, ça va cogiter là-haut, le cerveau va un peu entrer en ébullition. Et à la fin, moi, je demande très, très souvent aux apprenants d'argumenter. Je les forme à cette compétence-là, c'est transversal dans mes temps de formation. Chacun va venir justifier la mission. Okay. Et donc, on est sur un temps de formation ultra intéressant qui est découpé et où vraiment je pars de leur connaissance à eux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce temps-là. Troisième et dernière technique, la carte postale. Ultra simple. En tant qu'apprenant, nous, on va écrire une lettre. Okay, on va choisir, bon, on est sur une thématique de formation. On va écrire une lettre sous forme de lettre, de carte postale en fait. Et dans cette carte, on va mettre des informations qui sont vraies sur la thématique et des informations qui sont fausses, ok? Qu'on va disséminer un petit peu partout dans la carte. Comment ça va se passer? Moi, je vais les apprendre en cercle, j'en donne à chacun la carte postale, comme ça chacun a un visuel. Et en fait, au volontariat, donc qui veut commence, et chacun va lire 2 lignes ou 3 lignes en fonction de la longueur de votre texte. Hop, j'ai mon chrono, ça veut dire que je parle trop. Donc, je vais un petit peu accélérer. Non, on avait prévenu. Ouais, carrément. Chacun des apprenants va lire 2 lignes. Et en fait, une fois que chaque apprenant, enfin que le premier apprenant, par exemple, a lu 2 lignes, il va dire, bah, écoute, moi, Marine, je pense que ça, c'est faux et je pense que ça, c'est vrai. Ou alors, je pense que tout est faux ou alors, je pense que tout est vrai. OK? Et après, on en discute avec le groupe. Si vous avez un apprenant qui a aucune idée de si c'est vrai ou si c'est faux, directement, on va pas le mettre en difficulté, on pose directement la question au groupe. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des informations qui sont vraies? Est-ce que vous pensez qu'il y a des informations qui sont fausses? Et après, au bout des 2 lignes, nous, en tant que formateurs, bien sûr, on vient révéler si c'est vrai ou si c'est faux et on donne un petit peu plus d'explications. Voilà, ultra simple, mais assez intéressant comme technique. Allez, on passe au bilan, du coup. Les bilans. À quoi ça sert de faire un bilan? Tout à l'heure, on parlait de la naissance du groupe. C'est pas le terme que j'ai employé, mais quand on fait des jeux de connaissances, on participe à la naissance du groupe. Quand on fait un bilan, on participe à la mort du groupe. Donc, pas de souci, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de hache, tout va bien. On va juste faire un bilan pour conclure la journée ou les journées de formation qu'on a fait avec les apprenants. L'objectif aussi, ça va être de développer des compétences, notamment d'analyse et de catégorisation. En fait, l'apprenant, quand il va faire son bilan, finalement, il va analyser là où les journées de formation passées avec vous en tant que formateur. Et donc, ça participe à développer cette compétence d'analyse et aussi de catégoriser les choses, finalement. Ça lui permet aussi de voir tout le chemin parcouru, lui-même. Ça permet aux apprenants, potentiellement selon l'outil que vous choisissez, de se projeter sur le terrain. Ça favorise l'ancrage des connaissances et des compétences parce qu'en fait, on vient se remémorer ce qu'on a fait en formation. Et ça nous permet, en tant que formateurs, nous, de notre côté, d'avoir du recul, en fait, sur nos journées de formation, de voir un petit peu le regard que les apprenants ont et par rapport à ce qu'ils vont dire, nous, on peut se remettre en question par rapport à ce qu'on a fait et modifier, du coup, le cas échéant, tout simplement. Pareil, 3 outils. Le premier, la méthode KISS, que j'aime beaucoup, qui est ultra simple. KISS, c'est un acronyme. Chaque lettre correspond à un mot qui est un mot anglais. K pour Keep, qui veut dire garder. I pour Improve, qui veut dire améliorer. S pour Start, qui veut dire commencer. Et S pour Stop, qui veut dire arrêter. Et en fait, l'idée, c'est de donner un petit peu de temps. Donc moi je vous invite en fait, si vous avez eu soit une journée soit plusieurs jours, dans un premier temps de se remémorer un petit peu tout ce qu'on s'est raconté en formation, donc les grandes lignes, les grands messages ou les outils, les techniques. Une fois qu'on a fait ça,
On leur donne, allez, 10 minutes, 15 minutes, ça dépend de la taille de votre groupe, ça dépend du temps aussi que vous avez à votre disposition, mais 10 minutes, c'est bien. Et on va leur demander de réfléchir, chacun, de manière individuelle, à « Ok, qu'est-ce que tu gardes de ta pratique de terrain par rapport à ce qu'on s'est raconté en formation ? Qu'est-ce que tu vas améliorer de ta pratique de terrain par rapport à ce qu'on s'est raconté ? Qu'est-ce que tu vas commencer dès demain parce que tu trouves ça extrêmement pertinent ? Et qu'est-ce que tu vas arrêter au contraire dès demain parce que c'est pas pertinent, en fait. Tu t'es rendu compte en formation que ça n'allait pas. » On leur donne du temps. Moi, alors, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais juste vous en partager une seule. Moi, on peut leur donner des post-it, d'accord ? Donc, chacun va écrire sur un post-it. Donc, il y a un post-it pour Keep, un post-it pour Improve, un post-it, mon Dieu, mon accent anglais est magnifique, un post-it pour Start, un post-it pour Stop. Donc, 4 post-it par apprenant. Et à la fin, chaque apprenant va venir poser ses post-it. Et par exemple, si moi, en tant qu'apprenant, parce qu'on voit qu'il n'y a pas le même nombre de post-it sur mon tableau, et c'est fait exprès, si moi, en tant qu'apprenant, j'ai rien à arrêter, je vais pas forcément mettre un post-it sur Stop en fait, ok ? Donc on affiche les post-it et après on fait un tour. Qui veut prendre la parole ? Par exemple, il y a Maxime qui veut prendre la parole. Ok Maxime, qu'est-ce que tu gardes ? Qu'est-ce que tu améliores ? Qu'est-ce que tu commences ? Qu'est-ce que tu arrêtes ? Donc ça c'est la méthode KISS, ultra simple à mettre en place. La deuxième, très simple aussi, le filet du pêcheur. Alors on va faire un dessin au tableau, on va mettre un filet et on va mettre la mer. Je vous ai fait une petite image juste derrière, ça ressemble à ça, ok ? Et donc là, vous pourrez montrer tous vos talents de dessinateur ou d'art abstrait, ça dépend. Le filet du pêcheur, du coup, en fait, la question à poser aux apprenants, c'est dans la formation, qu'est-ce que vous allez garder parce que c'est ultra utile pour vous demain sur le terrain ? Et on donne des post-it aux apprenants et donc en fait, ils vont écrire pareil, ce qui leur a semblé très très utile. Et donc, ils vont venir le coller au tableau sur le filet du pêcheur. De l'autre côté, on a la mer. La mer, en fait, on va venir coller des post-it sur ce qui pour nous est inutile, pas nécessaire, ou alors on n'en a plus besoin. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là et que Marine, tu viens partager un outil en formation, mais c'est bon, j'ai bien intériorisé l'outil, c'est facile pour moi, j'en ai pas besoin, donc ça, je vais le mettre à la mer. Ça veut pas dire que l'outil, il est nul, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin dans ma situation. Ok ? Donc voilà, je vous ai fait un petit dessin, l'idée, c'est de faire ce schéma-là tout simplement au tableau, et les apprenants, soit ils collent leur post-it dans les encadrés que je vous ai mis, soit ils les collent directement dans le filet du pêcheur et dans la mer. Ça, c'est à votre convenance. Dernier outil que j'aime beaucoup, qui est ultra simple, mais ultra intéressant aussi, la matrice efficacité-plaisir. Et on va conclure sur ça en termes d'outils. Vous allez demander aux apprenants de se positionner, en fait, de faire une croix. Même on va le faire autrement, je vais vous expliquer après. On peut le faire autrement. De faire une croix sur une matrice. Ok ? Donc rappelez-vous les cours de maths. C'est quoi ? Abscisse ordonnée, je crois. Selon leur évaluation du niveau d'efficacité du temps qu'ils ont vécu avec vous et du plaisir ressenti. Ils vont jauger efficacité et plaisir. D'accord ? Et une fois qu'ils se sont positionnés, je vais vous montrer un schéma juste après, l'idée c'est de leur demander d'expliquer leur choix. Et là, on peut parler du coup de frein et de levier. Donc voici à quoi ça ressemble, simplement, ça ressemble à ça. Donc moi, j'ai fait entre 0 et 20. Vous pouvez aller encore plus haut si vous le souhaitez. Donc d'un côté, on a efficacité, de l'autre, on a plaisir. Et donc, par exemple, si j'ai mes apprenants, donc j'aurais pris des post-it, je leur aurais demandé plutôt que de faire des croix, de mettre juste leur prénom sur le post-it et d'aller positionner leur post-it. Donc par exemple, si on a Géraldine, qui me met sa jauge ici. Donc, on est à 20 en termes d'efficacité et à 5 en plaisir. Donc, j'imagine qu'elle a appris plein de choses. Moi, c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais qu'elle n'a pas pris beaucoup de plaisir. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est OK, en quoi est-ce que la formation, elle a été efficace ? Donc, c'est ça la question que je vais lui poser. Et comment ça se fait qu'elle n'a pas pris de plaisir ? Est-ce qu'elle peut m'expliquer pourquoi elle n'a pas pris de plaisir ? Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle prenne du plaisir ? OK ? À l'inverse, pareil, hein. Ça peut être questionnant aussi si j'ai un apprenant qui a 20 en plaisir, mais qui a un 5 en efficacité, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il a beaucoup rigolé pendant la formation, donc il a passé du bon temps, c'est cool, mais peut-être qu'il n'a pas appris grand-chose. Et ça, c'est moins cool. Et pareil, je vais venir le questionner, d'accord ? Donc, un post-it avec le prénom et chaque apprenant, du coup, vient poser son post-it par rapport à la jauge, à la matrice efficacité-plaisir. Leur donner un petit peu de temps de réflexion et pourquoi pas relister aussi tous les outils. Je pense qu'avant de faire un bilan de manière transversale, peu importe l'outil, c'est bien de se prendre un temps où on vient un petit peu relister tout ce qu'on s'est raconté en formation. Voilà par rapport à ça. Allez, on conclut, on finit. Pour aller plus loin, si ça vous intéresse d'avoir d'autres outils, d'autres techniques, de réfléchir à toujours plus de pédagogie, vous avez différents accès. Vous avez nos chaînes YouTube, donc la chaîne de Ténor, la chaîne de Théo, du coup, et ma chaîne perso, Marine, Remet l'humain et le kiff en formation. Donc vous avez des vidéos en fait sur la formation et la pédagogie. Vous avez bien sûr nos LinkedIn, donc le LinkedIn de Ténor, le LinkedIn de Théo aussi que j'ai pas mis, mais tu as bien sûr un LinkedIn Théo. Bien sûr, j'ai invité les gens, donc tout va bien. Bah nickel.
Et du coup, vous avez le mien aussi, donc je vous invite à venir discuter avec moi, vous abonner comme vous voulez, allez lire mes posts, je fais beaucoup de posts du coup, où je parle forcément de pédagogie. Vous avez aussi nos sites internet,